5000 ingénieurs et 600 chercheurs. Et donc c'est le laboratoire dans le monde qui a participé au plus de missions spatiales d'exploration du système solaire. On regardait les chiffres, ils ont participé à 75% de toutes les missions qui ont été envoyées dans le système solaire, et 50% de ces missions ont été conçues par JPL. Donc c'est un endroit rêvé quand vous aimez la planétologie. Donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, on vit un moment qui est assez intéressant avec ces océans extraterrestres, et en même temps que se développent les théories sur l'origine de la vie. Et, quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par les gens qui exploraient le fond des océans terrestres. Et quand c'était des géologues au départ, qui disaient qu'il fallait voir le fond de l'océan pour savoir quel type de roche est au fond de l'océan. Quand ils ont plongé au niveau de ce qu'on appelle les dorsales méga-océaniques, ils ont découvert de la vie, ce qui n'était absolument pas attendu. Alors, depuis, on a évolué, on sait que toute cette vie qui existe au fond des océans terrestres, c'est de la vie qu'on retrouve aussi à la surface de la Terre, donc c'est une évolution de la vie terrestre. Mais la question, du coup, a suscité des recherches sur l'origine de la vie. Est-il possible que l'origine de la vie soit au fond de l'océan, là où vous avez des sources hydrothermales? Et du coup, on peut étendre cette recherche avec les océans extraterrestres qui ont été découverts dans les 20 dernières années par la mission Cassini, comme l'a dit Pascal, mais aussi par la mission Galileo qui est autour de Jupiter dans les années 90. Donc je vais vous faire une petite description de ces différentes découvertes. Ok, donc je vais vous parler de ça. Autour de Saturne, vous avez un petit satellite qui s'appelle Encelade, et ça c'est une découverte majeure de la mission Cassini. Donc la mission Cassini est en orbite autour de Saturne depuis 2004, juillet 2004. Et donc on a des geysers qui sortent, et je vous montrerai qu'avec les observations de Cassini, on peut montrer qu'en fait ces geysers expulsent de l'eau qui vient de l'intérieur d'Encelade. Et donc en fait on a démontré avec Cassini qu'on a déjà un océan sur Encelade, ce qui est absolument incroyable au niveau de la conception. Jamais personne n'aurait pensé qu'on pouvait avoir un océan sur Encelade, parce qu'au niveau énergétique, ça revient à mettre de l'eau dans un freezer qui est à moins 180 degrés. Donc l'eau va congeler très rapidement. Comment ça se fait qu'on arrive encore à avoir de l'eau liquide alors que la température est si froide autour? Et je vous parlerai de cette comparaison entre la Terre, Encelade et l'Europe, en particulier ce que je vous ai dit au départ sur ce qui existe au fond des océans terrestres, et comment est-ce qu'on peut faire l'analogie avec ce qui existe sur l'Europe et Encelade, et je vous parlerai donc des futures missions. Et je tâcherai de faire cela, de ne pas être trop long. Voilà, alors je vous disais que c'est quand même un moment, on vit un moment intéressant, et je suis désolé, je n'ai pas traduit mes diapositives en français, mais il y a quand même une question qu'on s'est toujours posée, que l'homme se pose toujours, c'est de savoir s'il y a de la vie quelque part ailleurs dans l'univers. Et donc, il y a quelques années, avant qu'on ait il y a 50 ans, il y a 60 ans, ça paraissait évident, quand vous interviewez des personnes, qu'il y avait de la vie sur Mars, qu'il y avait de la vie sur Vénus, on ne connaissait pas les planètes. Par contre, plus loin, quand il faisait trop froid, il n'y aurait sûrement pas de vie. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis une vingtaine d'années, on découvre des planètes autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle des planètes extrasolaires. Donc on a découvert 4000 jusqu'à présent. On n'a pas encore découvert de planètes qui ressemblent à la Terre. Je vous ai mis quelques planètes qui sont pas loin de la taille de la Terre, mais elles sont tellement proches de leur étoile que les températures sont extrêmement élevées. Et même si on entend dire dans la presse publique, ça y est, on vient de trouver une planète extrasolaire qui ressemble à la Terre, on n'a rien trouvé qui ressemble à la Terre. Quand je pose la question aux gens, je dis ça ressemble à la Terre, ça ressemble à Vénus. Et ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et ce qui est important, je pense, en regardant toutes ces planètes que l'on découvre, c'est depuis que je travaille dans le sujet, c'est de se rendre compte à quel point la Terre est unique. Et on a un certain nombre de paramètres à prendre en compte auxquels on ne pensait absolument pas au départ. Donc il y a différentes choses qui font que la Terre a cette particularité d'être à la bonne distance de l'étoile, d'avoir une stabilité tectonique, la tectonique des plaques sur Terre sûrement joué un rôle, d'avoir une stabilité au niveau de l'atmosphère pendant plusieurs milliards d'années qui a permis à la vie d'évoluer. Alors, on recherche bien sûr des planètes qui ressemblent à la Terre
mais aussi de la vie passée, c'est-à-dire savoir s'il y a eu de la vie dans le passé de Mars. Et finalement, dans les dernières années, je pense que ce qui a un petit peu révolutionné notre façon de penser, c'est la découverte qu'il y avait des océans sous une croûte de glace pour de nombreux satellites qui orbitent autour de Jupiter et de Saturne. Donc pourquoi ne pas aller déjà là où c'est quand même un petit peu plus simple, d'aller autour d'autres étoiles, d'aller explorer ces différents mondes. Alors j'ai mis cette diapositive, mais je pense que tout le monde ici est au courant, simplement pour vous situer et pour donner les détails sur la distance qu'on va respecter, les détails sont respectés. Donc je vais vous parler principalement de Jupiter et de Saturne, mais il y a aussi des satellites très intéressants autour d'Uranus, de Neptune, et puis on a Pluton qui vient d'être observé par la sonde New Horizons. On a Cérès, qui est une planète naine, qui est dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Avant, c'est considéré comme le plus gros astéroïde. Alors on dit que Pluton a été déclassé, mais Cérès a été surclassé, puisqu'il est passé d'astéroïde à planète naine. Cérès, c'est aussi fascinant. On a découvert à la surface de Cérès des sels, et on pense que Cérès avait donc un océan qui s'est, par contre, lui, complètement asséché. Et quand on assèche un océan, ça fait quand même récemment, vous avez le sel qui remonte, qui reste. Et donc ce qu'on aurait à la surface de Cérès, ça serait sans doute ce qui restait de cet océan, tous les sels qui étaient dans cet océan. Donc on va faire le petit voyage vers Jupiter et Saturne. Alors Jupiter, c'est à 4 unités astronomiques du Soleil, Saturne, c'est à peu près à 10 unités astronomiques, ce qui veut dire qu'on est 10 fois plus loin, quand on est à Saturne, on est 10 fois plus loin du Soleil que quand on est à la Terre. Ça veut dire qu'au niveau énergie lumineuse, on reçoit 100 fois moins. Ça, c'est aussi important parce que l'énergie lumineuse, c'est un facteur important au niveau de ce qu'on appelle l'habitabilité des planètes. Donc, les questions auxquelles on cherche à répondre avec ces futures missions spatiales, j'ai pris une image des fonds océaniques terrestres. Vous voyez, il y a cet hydrothermalisme qui existe parce qu'il y a de la chaleur qui sort, il y a de l'eau qui circule à des températures qui sont supérieures à 100 degrés. Et du coup, il y a des populations qui se sont développées. La première question, c'est de savoir si la vie est présente partout où l'eau existe. Sur Terre, dès que vous avez une goutte d'eau, vous avez de la vie. Il y a des déserts, on ne peut pas beaucoup, vous allez avoir quand même de la vie. Mais c'est de la vie qui est l'évolution de ce qui existe sur Terre. Par contre, si on a un environnement comme l'eau qui peut être présente autour des planètes géantes, est-ce que dans ces environnements où il y a de l'eau, est-ce que la vie a pu se développer? Il faut d'autres ingrédients pour que la vie puisse se développer. Donc c'est la deuxième question. Quelles conditions? Il faut sans doute de l'énergie, bien sûr, il faut des molécules organiques, il faut certains éléments. Est-ce qu'on connaît actuellement tous les ingrédients qui sont nécessaires pour une émergence organique? Et puis, il y a une question qui n'est pas facile et dont on a besoin d'avoir la réponse, c'est quelles observations nous permettraient de savoir qu'il y a effectivement une vie qui est présente sur une planète ou sur un satellite? Quelles sont les mesures qui nous permettraient de démontrer la réponse à cette question? Donc, on va y aller. La diversité des mondes océaniques. Donc là, j'ai représenté la Terre. La quantité d'océans à la surface de la Terre, c'est à peu près 2/3 de la surface, mais au niveau de la masse de la Terre, ça représente 0,04% de la masse de la Terre. C'est extrêmement faible. L'eau sur Terre, c'est pas une quantité énorme. Par rapport à la roche. Par exemple, sur Ganymède, qui est le plus gros satellite du système solaire, un satellite de Jupiter, vous avez à peu près 50% d'eau et 50% de roche. Donc vous avez en fait plus d'eau sur Ganymède qu'on a d'eau sur Terre. Est-ce que finalement avoir trop d'eau, c'est pas l'inconvénient? Est-ce que s'il y a trop d'eau, ça permet l'excès en eau ne va-t-il pas détruire les molécules organiques qui sont nécessaires pour la formation de l'évolution de la vie? Vous avez un autre satellite, Callisto, c'est à peu près la même taille que Ganymède, c'est un petit peu plus petit, mais c'est pareil, au niveau quantité, il y a énormément d'eau. J'ai représenté les satellites en fonction de leur taille. Tout de suite, je tiens à vous faire remarquer qu'Enstad est vraiment un tout petit satellite par rapport aux autres. Je n'ai pas donné les tailles, mais Ganymède, c'est à peu près 2600 km en rayon. Enstad, c'est 270 km. Donc c'est 10 fois plus petit que Ganymède. Donc en masse, vu que la masse c'est la densité fois le volume, donc le volume c'est proportionnel au rayon fois le cube, ça veut dire qu'en masse c'est 1000 fois plus faible. Si vous avez un facteur 10 en rayon, vous avez un facteur 10 en masse. Donc il y a très peu de masse sur Enstad.
Et Europe, c'est un rayon qui est à peu près de 1575 km, et par contre, la quantité d'eau est beaucoup plus faible. Sur Europe, vous avez à peu près 2 océans terrestres. Donc, par rapport à Ganymède, par exemple, c'est beaucoup. Et Titan, c'est un cas particulier dont je parlerai évidemment, parce que c'est la planète que je préfère, mais il y a tout un workshop sur Titan pendant 3 jours. Titan, c'est le seul satellite du système solaire qui est entouré d'une atmosphère. Donc, vous avez une atmosphère, la pression à surface, c'est 1,5 bar. C'est une atmosphère d'azote, comme sur Terre. Mais vous avez aussi du méthane, et à partir du méthane, vous avez toute une chimie organique, et donc vous avez sur Titan ce qu'on appelle une chimie prébiotique qui se passe dans la haute atmosphère. Et donc on se pose des questions sur l'avenir de cette chimie, le devenir de cette chimie prébiotique et l'interaction qu'il peut y avoir avec l'eau sur Titan. Alors on va commencer notre voyage. On commence par Europe, le satellite de Jupiter. Donc Europe avait été observée par la mission Voyager, ensuite par la mission Galileo à la fin des années 90. Europe est caractérisée par ce qu'on appelle une densité de cratères, donc des cratères d'impact où il y en a très très peu. Donc, ce qui fait dire que la surface d'Europe est relativement jeune, ça veut dire qu'il y a eu de la tectonique, il y a eu des effets géologiques qui font que cette surface est jeune. Peut-être des processus qu'on appelle cryovolcaniques, de l'eau qui remonte à la surface et qui a cristallisé la surface. Vous avez des exemples de cette tectonique, vous voyez les failles qui sont ici, et les géologues s'amusent à reconstituer la chronologie des différents processus tectoniques en regardant quelle faille recoupe quelle autre faille. Donc on arrive à avoir une histoire de la tectonique d'Europe. On voit des terrains de composition différentes. Ce qui est ici brun, c'est pas de la glace pure. Il y a des composés soufrés. Le soufre sur Europe peut venir d'un autre satellite qui s'appelle Io, qui est volcanique et qui renvoie du soufre dans la magnétosphère de Jupiter. Et ce soufre peut se déposer sur Europe. Alors, sous quelle forme est le soufre? Est-ce qu'on a des sulfates? Est-ce qu'on a aussi des matériaux qui viendraient de l'intérieur d'Europe? Donc, pareil, avec une activité géologique intense. C'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec la mission Galileo, mais auxquelles on va être capable de répondre avec les futures missions qui sont prévues. Alors, sur Europe, on a quelques idées. On a d'abord démontré avec Galileo qu'il y avait un océan. Alors, c'est indirect. En fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un champ magnétique induit. Donc, Europe tourne dans le champ magnétique de Jupiter. Ce champ magnétique varie en intensité. Et donc, si vous avez un conducteur, eh bien, vous allez créer un champ magnétique induit. Donc, on a démontré qu'il y avait un conducteur. Et le conducteur le plus simple qu'on imagine, comme sur Terre, c'est l'océan. L'océan terrestre crée aussi un champ magnétique induit. Donc, on imagine que sur Europe, il y a un océan. Ce qu'on ne sait pas, si c'est l'océan, si la coupe de glace qui est au-dessus de l'océan fait 1 km ou bien fait 50 km. D'autre part, ça c'est une vue d'artiste que j'aime pas trop parce que la physique n'est pas bonne là-dedans, mais je l'utilise parce que c'est pratique. Il y a tellement, la quantité d'eau est suffisamment faible, on verra ça dans la suite, que finalement l'eau est en contact avec la roche. Et on sait qu'on a un noyau rocheux sur Europe qui est à peu près 1500 km de rayon, comme la Lune. Comme à côté d'Europe, vous avez Io, et que Io est un satellite qui fait à peu près 1500 km et que ce satellite est actif volcaniquement, les gens qui n'ont pas fait les calculs imaginent qu'on pourra aussi avoir des volcans dans cette partie rocheuse. Et du coup, si vous avez des volcans et vous avez de l'eau, on se retrouve avec des conditions qui sont très similaires aux conditions qui existent au fond des océans terrestres. Au niveau des dorsales médio-océaniques, vous avez la lave qui sort et qui se solidifie au fond de l'océan. Donc vous avez des conditions qui sont très similaires. La question, c'est de savoir si on a effectivement du volcanisme. Et dans l'état actuel de nos connaissances, quand on fait les calculs, on se rend compte que l'énergie n'est pas suffisante pour pouvoir créer de la fusion, de la lave qui sortirait de l'Europe. Mais ce sont des modèles, et comme je le dis souvent à mes étudiants, les modèles ne font que s'améliorer et ils peuvent être très bien faux. Donc il ne faut pas se baser simplement sur les modèles, rien ne vaut les observations, rien ne vaut les manips du laboratoire. Il faut bien sûr des modèles pour tester, mais les modèles, ils sont bons à un instant donné et très souvent ils sont bien améliorés dans la zone. Donc la future mission qui sera prévue en particulier, qui déterminera quelle est l'épaisseur de cette couche
glace, parce que si jamais c'est pas trop épais, eh bien on peut imaginer envoyer des sous-marins qui iraient explorer le fond de l'océan. Si on a 30 km, ça va devenir très très difficile de percer 30 km de glace. Mais par contre, si on a 1 km, 2 km, on développe des technologies qui nous permettraient de passer à travers et d'aller explorer cet océan. Après Europe, on va passer à Ganymède. Donc Ganymède, c'est le plus grand satellite du système solaire. Il a été étudié par la mission Galileo. Et alors Ganymède, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il est totalement différencié et qu'au cœur de Ganymède, vous avez un noyau de fer liquide. Il y a 30 ans, si vous aviez demandé à un chercheur quelle est la température au centre de Ganymède, il vous aurait donné des températures de 300-400 degrés. Là, pour avoir un noyau de fer liquide, vous devez atteindre des températures de 1500 degrés. Donc c'est encore très très chaud à l'intérieur. Il a fallu complètement revoir les modèles d'évolution thermique de ces satellites de glace quand on s'est rendu compte qu'il y avait des températures aussi élevées 4 milliards d'années après la formation de ces satellites. Donc un noyau de fer liquide, autour vous avez un manteau de roches comme la Terre, sauf que c'est plus petit. Et puis vous voyez que j'ai représenté en plan une couche qui est entre le manteau de roches et l'océan. Parce que Ganymède a tellement d'eau que les pressions avec la profondeur deviennent élevées et qu'on n'est plus avec la glace que l'on connaît. Vous savez, les glaçons qui flottent dans l'eau. La glace, c'est un corps très particulier. C'est quasiment le seul corps dans lequel le solide est plus léger que le liquide. Donc vous avez le solide qui flotte sur le liquide. Et si vous augmentez la pression, vous changez la structure de la glace et vous obtenez une glace qui est beaucoup plus compacte, qui du coup est plus dense que l'eau. Et donc vous avez cette glace dense qui se retrouve entre l'océan et la roche. Donc c'est moins favorable. Et si on s'intéresse à la vie, on se dit là on a moins d'interaction directe entre l'eau et la roche. Même si on a des températures qui sont élevées, peut-être que Ganymède n'est pas si favorable. Une fois de plus, ce sont des modèles, rien ne vaudra les mesures qui seront faites par une mission européenne, du coup, qui est la mission JUICE, qui devrait être lancée en 2022 pour se mettre en orbite autour de Ganymède et caractériser la géologie de surface, mais aussi la structure interne de ce satellite qui est très inégal. Mars n'a pas de champ magnétique. Vénus n'a pas de champ magnétique. Ganymède, satellite de Jupiter, a un champ magnétique propre. Donc c'est quand même assez étonnant d'avoir un corps glacé à l'intérieur duquel vous avez des températures suffisantes pour que vous ayez des mouvements de convection dans du fer liquide qui permettent de créer ce champ magnétique. Donc c'est une très belle mission européenne, avec aussi participation. Les missions sont toujours internationales. Parce que quand il y a un appel d'offres de l'agence spatiale, ça permet de faire des économies, on peut mettre plus d'instruments. Parce que les instruments qui viennent d'autres pays, ils sont gratuits pour les pays qui financent la mission. Donc là, JPL a 2 instruments sur la mission JUICE, et les Américains ont trouvé 3 instruments sur cette mission. En tout, je crois qu'il y a 12 instruments sur la mission JUICE, les autres sont européens. Alors maintenant, on va faire un saut, on passe de Jupiter à Saturne. Et je vais vous parler de Titan, qui est, comme je disais tout à l'heure, le seul satellite avec une atmosphère dense. On voit le Titan devant Saturne. Et avant la mission Cassini, Titan c'était une grosse boule orange. Parce qu'à cause de cette atmosphère, à cause du méthane, à cause des molécules organiques qui sont produites dans l'atmosphère de Titan, eh bien on ne pouvait pas voir la surface de Titan. Le méthane, c'est un gaz qui n'est pas stable. Le méthane, il disparaît la quantité de méthane qui est actuellement sur Titan devrait disparaître en l'espace de 10 millions d'années. Parce qu'il vous avez le rayonnement solaire et le méthane va être ce qu'on appelle photodissocié, il va être transformé en méthane, donc le méthane n'est pas stable. Donc comment ça se fait qu'on ait encore du méthane sur Titan? Et quand on a envoyé la mission Cassini, quand on a préparé cette mission dans les années 1990-91, l'hypothèse c'était qu'en fait Titan était couvert d'un océan d'hydrocarbures qui permettait d'avoir une pression partielle de méthane, comme sur Terre de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de la Terre, et bien il y aurait une vapeur de méthane dans l'atmosphère de Titan parce qu'il y avait un océan global d'hydrocarbures. Donc c'était l'idée. L'Agence spatiale européenne a participé à la mission Cassini en développant on appelle ça un lander, mais quelque chose qui devait se poser dans un océan. Il avait été construit pour se poser dans un océan, pas à la surface. Et quand on est arrivé, on a eu la surprise
voir la surface de Titan dans certaines longueurs d'onde, mais pas dans le visible, dans l'infrarouge. Donc dans l'infrarouge, on peut traverser toute l'atmosphère de Titan, aller jusqu'à la surface et avoir de l'information sur la surface. Donc on a un instrument qui en fait voit la surface de Titan dans cette longueur d'onde, et les gens ici à Reims travaillent avec les données de cet instrument pour essayer de comprendre les caractéristiques de l'atmosphère et les caractéristiques de la surface de Titan. Alors ce qu'on a découvert, c'est qu'à l'équateur, l'équateur est à peu près ici, vous avez ces terrains sombres, et en fait ces terrains sombres, ce sont des dunes. Donc on a des dunes sur Titan. Le sable de ces dunes, ce n'est pas le sable qu'on a sur Terre, c'est un sable très différent, et en fait c'est un sable qui est constitué de particules organiques. Donc ce sont des organiques qui fabriquent ces dunes. Titan est recouvert de particules organiques, vous avez des petits plateaux, on voit ces autres qui sont clairs. Libyen, ça ne sais pas là parce qu'en fait, il a mis l'autre côté de Titan. Mais j'aime bien cette photo parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'au niveau du pôle Nord, eh bien, vous aviez des mers d'hydrocarbures. Finalement, Titan est le seul satellite à avoir une atmosphère. C'est aussi le seul corps du système solaire, autre que la Terre, à avoir des liquides à sa surface. Alors, ce n'est pas de l'eau liquide qu'on a à la surface de Titan, c'est du méthane liquide ou de l'éthane liquide, des températures de 90 Kelvin, moins 180 degrés, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est liquide. Il y a quelques semaines, il y avait un sénateur du Texas qui passait à JPL, et donc il voulait avoir des informations sur ces satellites de glace. C'est quelqu'un qui est passionné par la vie dans les océans extraterrestres, en particulier dans l'Europe et en salle. Et donc, on parlait de Titan, et je lui disais comme ça, Titan finalement c'est la dernière station-service avant de sortir du système solaire. Vous avez beaucoup plus de méthane, d'éthane, d'hydrocarbures sur Titan qu'il y a de réserves d'hydrocarbures sur Terre. Et venant du Texas, c'est une comparaison de la plus. Donc, parlant de ces océans, voilà ce que ça donne. Là, c'est une image qui est prise. L'image d'avant, c'était de l'infrarouge. Là, cette image-là, c'est une image radar. Donc, plusieurs images radar qui ont été mises côte à côte pour pouvoir faire une mosaïque. Donc, cette mer-là s'appelle Giyamari, on dit il y a des îles. On a envie presque d'aller faire le bateau. Vous voyez, il y a les rivières. C'est très bien ici. Là, on a un lac caché, donc on a une circulation de fluide. L'interaction entre les rivières et ces mers n'est pas encore totalement comprise. Donc, on ne sait pas si ces rivières sont remplies de liquide. Et puis j'ai mis quand même, j'ai rajouté à la map l'atmosphère orange de Titan. La photo, évidemment, avec le radar, vous n'avez pas cette atmosphère, c'est pour graphique. Donc c'est au niveau du pôle Nord, c'est à peu près à 75 degrés de latitude nord, et ça fait quand même 100 000 km² de surface. Donc c'est aussi grand que les grands lacs américains. Et vous avez trois mers comme ça, vous avez Giyamari, vous avez une autre qui s'appelle Krakenmari, vous avez une troisième qui s'appelle Tungamari, elles sont toutes reliées entre elles. Donc vous avez au pôle Nord un océan d'hydrocarbures qui est composé de ces différents. Les molécules organiques qui sont produites dans l'atmosphère, donc dans cette partie orange, ici, vont tomber dans cette mer. Et là, vous avez des biologistes qui commencent à s'intéresser à d'autres formes de vie. Se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des formes de vie possibles qui soient à base d'hydrocarbures et de molécules organiques qui soient totalement différentes de ce qui peut exister avec l'eau. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais je sais que quand on discute avec eux, ils font des expériences dans leur laboratoire, ils prennent ça vraiment très très au sérieux. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir, au niveau de ces organiques qui sont présents, de ces mers d'hydrocarbures, on sait que, plus bas, je vous montre ça tout à l'heure, il y a de l'eau. Si l'eau est sortie et l'eau s'est retrouvée en contact avec les molécules organiques pendant des périodes relativement longues, est-ce qu'à ce moment-là, il y a pu y avoir des formes de vie qui se sont développées? Parce que là, on se retrouve avec deux ingrédients qui sont nécessaires pour pouvoir penser à l'émergence de la vie. Ce sont les molécules organiques et la présence. Alors, Titan, c'est évidemment un objet que l'on adore à Reims et ailleurs, et ça, c'est une autre image que j'ai prise, simplement pour vous montrer quelques petites particularités de Titan. Le rouge ici, il est à 5 microns, et 5 microns, ça passe bien à travers l'atmosphère de Titan.
Ce que vous voyez ici, c'est un nuage en forme de V. Donc il y a aussi toute une dynamique atmosphérique, de l'évaporation au niveau de ces lacs, des formations sans doute de nuages similaires à ce qui se passe sur Terre. Et puis une autre, vous voyez ce point très brillant ici, en fait c'est ce qu'on appelle une réflexion spéculaire. Quand on a pris l'image, on était exactement dans la direction du Soleil, juste à l'endroit où vous avez cette réflexion très, très brillante. Si vous avez l'occasion, maintenant à chaque fois que je prends l'avion, je regarde toujours par la fenêtre, on voit ces réflexions spéculaires constamment. Il faut être dans la direction du Soleil. Et c'est très. Finalement, ça nous a permis de confirmer que ce qu'on voyait, c'était un son qu'on voyait avec le radar, et c'était bien des surfaces liquides. On voit ça très très bien sur les surfaces liquides. Dès que vous avez un petit peu de surface solide, la réflexion spéculaire disparaît. On a appris beaucoup d'autres choses sur Titan avec la mission Cassini, donc cette atmosphère, la surface. On a appris qu'en fait, il n'y avait pas de noyau de fer liquide comme sur Ganymède. Et pourtant, Titan a à peu près la même taille que Ganymède. Donc, ils n'ont pas évolué de la même façon. Sur Ganymède, on a pu avoir une différenciation, des processus de différenciation très importants qui ont amené à la formation d'un noyau de fer liquide. Sur Titan, ce n'est pas le cas. On a un noyau de silicate, un peu les silicates hydratés, un peu comme des argiles. Donc, l'eau a interagi avec la roche pour former des silicates hydratés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mars. Quand on parle de Mars et qu'on recherche de la vie sur Mars, les gens recherchent ça dans les silicates hydratés. Donc ils vont voir les silicates hydratés, donc, ce que j'appelle aussi les argiles, pour savoir s'il n'y a pas eu un milieu favorable à l'émergence de la vie. Donc là, on a ces silicates hydratés. On pense qu'il y a une couche de glace dense, dont je vous ai parlé pour Ganymède, mais on n'est pas sûr, parce qu'en fait, cette couche de silicate est beaucoup plus épaisse que sur Ganymède, et on ne sait pas trop si en fait elle n'est pas en contact avec l'océan. Et vous avez cette couche de glace. Et l'océan, donc, la présence de l'océan a été déterminée par deux mesures totalement indépendantes avec la mission Cassini. En fait, la sonde Huygens aussi a fait des mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on sait ça, je pourrais y répondre. Mais on sait donc qu'il y a un océan, et on sait même que cet océan devrait être sous une couche de glace d'environ 40 km d'épaisseur, 40 et 60 km d'épaisseur. Donc là, on n'est pas prêt à envoyer un sous-marin dans l'océan. C'est pas la place. Par contre, ce que l'on sait, et ce que je trouve assez fascinant sur Titan, c'est que dans l'atmosphère, vous avez un élément qui provient de la désintégration du potassium. Et le potassium, on ne le trouve pas dans la glace, on ne le trouve pas dans l'eau. Le potassium, on le trouve dans les silicates, dans la roche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cet élément on le retrouve ici, ça veut dire qu'il y a eu des échanges entre l'intérieur et la surface. Donc à un moment donné, un Titan a été actif, il y a eu des processus qu'on n'a pas élucidés avec la mission Cassini, parce qu'on n'a pas les moyens de faire la géologie fine à la surface, qui ont fait que le matériau est passé de la surface à l'intérieur. Et ça permet aussi sans doute d'expliquer pourquoi il y a du méthane sur Titan, peut-être que le méthane a été produit en profondeur et est sorti. Quand vous entendez parler du méthane sur Mars, que les gens cherchent du méthane et que le méthane est lié à la vie, c'est un peu un raccourci de dire si on trouve du méthane, il y a de la vie. Parce que là, sur Titan, vous avez des quantités énormes de méthane et il y a d'autres explications que la vie pour produire du méthane et les processus physiques qui permettent de le faire. Donc Titan est assez fascinant entre ces molécules organiques dans l'atmosphère, cette surface où vous avez des liquides d'hydrocarbures et puis cet océan d'eau. D'ailleurs, ce que je voulais préciser, c'est que l'eau a une densité supérieure à l'eau douce. En fait, c'est une densité d'eau salée. Donc, on pense qu'en fait, c'est un océan d'eau salée que l'on a sur Titan. Et maintenant, on va passer à Encelade, donc le tout petit satellite de Saturne, avec ses jets. Donc ça, c'était une découverte de Cassini. Imaginez pas, il y a à peu près une centaine de jets comme ça, qui sortent de la surface de Titan, d'Encelade. Et ces jets, en fait, ils sortent de ces fractures qui sont présentes au pôle sud d'Encelade. Il y a 4 fractures principales, il y a une fracture qui est plus importante que l'autre, qui est plus active que les 3 autres. Mais bon, ils sortent de cet endroit, au niveau du pôle sud. Je vais vous montrer quelques modèles, je pourrais répondre aux questions pour comprendre maintenant bien la physique de la formation de ces jets, la physique de ces fractures et qu'est-ce qui se passe pour permettre à l'océan qui est en profondeur de
ressortir au niveau des fractures. Hein. Et ce qu'on a pu démontrer avec Cassini, c'est qu'en fait, en slab, au départ, on pensait qu'il y avait une petite couche d'eau simplement au niveau du pôle sud. En fait, en slab, on a un océan global. Donc la croûte de glace en slab est complètement isolée de l'intérieur rocheux. Et comme en slab est tout petit, eh bien l'eau est en contact avec la roche. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on peut analyser ce qui sort ici. Parce qu'on a quand même des instruments sur Cassini, on a un spectromasse qui nous permet de faire des analyses. Et bien quand on analyse la composition des particules qui sortent de ces jets, et bien on peut démontrer qu'il y a de l'hydrothermalisme actif au niveau Enslab. Donc il y a de l'hydrothermalisme sur Enslab. Donc ça c'est pour les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie et de savoir s'il peut y avoir de la vie en dehors de la Terre, Enslab devient une priorité. Et c'est facile. Vous avez l'eau qui sort. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un sous-marin pour aller explorer. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'envoyer des instruments qui sont plus performants que ce qu'on avait sur Cassini. Les instruments qui étaient fabriqués dans les années 90, et surtout, on ne savait pas qu'en Slab, avait des geysers, avait de l'eau qui sortait. Donc maintenant, on a des idées d'instruments qui nous permettraient de répondre à la question de savoir si, suite à l'hydrothermalisme qui est présent dans Slab, est-ce que cela a affecté le contenu en organique qui permettrait d'avoir une répartition des organiques qui serait typique d'un processus biologique plutôt que d'un processus chimique, d'un processus physique. Donc on travaille sur ces questions-là deux fois, évidemment ça va être la partie d'après, c'est l'hydrothermalisme et l'origine de la vie. Donc, comme je vous le disais, quand les géologues sont descendus dans les petits sous-marins pour explorer les fonds océaniques, quand ils ont trouvé que les fonds océaniques étaient habités avec des crabes, des moules, des crevettes, des poissons, c'était totalement imprévu. Donc après, les biologistes sont là, et maintenant on commence à creuser à l'intérieur pour voir si on n'aurait pas des formes de vie qui seraient indépendantes de la vie qui existe à la surface de la Terre. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on a trouvé au fond des océans, ça a le même lien que la vie qui existe à la surface de la Terre. En gros, la vie terrestre ne pollue tout. Ce qui me pose des problèmes de protection planétaire, parce que si j'envoie une mission sur une planète qui a de l'eau, je ne veux pas injecter de la vie terrestre sur Enslab ou sur Europe. Alors, les théories se sont développées. Là, c'est un papier qui date de 2016, mais ça a été remis à jour plus récemment, sur la possibilité d'émergence de la vie dans des environnements où vous avez de l'hydrothermalisme. Donc là, ça représente une formation au niveau de l'interface. Donc là, vous avez la roche dans laquelle vous avez l'eau qui circule. Et là, vous avez l'océan. Et la théorie, c'est que la vie, en fait, répond à un besoin, à un déséquilibre qui existe entre l'intérieur et l'océan. Et ce déséquilibre, c'est à la fois un déséquilibre, ce qu'on appelle en pH, en acidité. Vous avez un océan qui est relativement acide, alors que vous avez une circulation d'eau qui est très alcaline. Et puis vous avez aussi une différence dans ce qu'on appelle le redox, c'est-à-dire la production d'électrons. Vous avez un endroit qui, ici, vous allez absorber les électrons, et vous en avez un autre où vous allez donner des électrons. Et cet échange d'électrons, c'est une forme d'énergie c'est de la nourriture pour la vie. Donc vous avez besoin de ces déséquilibres et la vie va s'installer de façon à essayer de rétablir l'équilibre. Et tant que vous créez ce déséquilibre, eh bien, il y aura de la vie qui sera présente. Donc c'est une théorie, ça n'a pas été prouvé. Et c'est pour ça que c'est fascinant de se dire qu'on a moyen maintenant de pouvoir tester cette théorie en allant explorer Enslab ou en allant explorer Europe. Donc c'est normalement la diapositive d'après, voilà, dans laquelle l'hydrothermalisme que l'on imagine, c'est sur ce deux pôles, Europe et Enslab. Donc sur Enslab, on a une épaisseur de glace qui est beaucoup plus importante. Mais par contre, comme c'est un tout petit corps, les pressions sont très faibles. Je vais montrer ça dans la diapositive d'après, mais la pression à 40 km de profondeur sur Enslab, c'est l'équivalent de la pression à 300 mètres de profondeur sur Terre. Donc vous avez des pressions qui sont extrêmement faibles. Du coup, les failles peuvent s'ouvrir très facilement. Et on a calculé que l'énergie, il y a pas beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités. En fait, l'énergie vient des forces de marée. Ça va être la diapositive d'après. Vous allez avoir de l'énergie qui va être déposée dans ce
Et quand Stade est proche de Saturne, elle est plus étirée. Quand elle est loin, elle est moins étirée. Et donc, quand vous relaxez quelque chose, vous transformez une partie d'énergie mécanique en chaleur. Donc, vous avez une partie de cette énergie mécanique qui vient de la déformation dans Stade qui va être transformée en chaleur. Et les calculs, au départ, on avait du mal, parce qu'on connaît la quantité d'énergie qui sort dans Stade, c'était mesuré ça aussi. Au départ, on avait du mal à réconcilier. C'est pas possible, on ne va jamais, on ne peut pas produire ces 4 gigawatts. On ne peut pas produire 4 gigawatts dans Stade. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une solution relativement simple pour produire ces 4 gigawatts, c'est que le noyau dans Stade soit poreux, que ce ne soit pas un noyau de roche solide. En fait, au départ, dans les modèles, on prenait des caractéristiques de la roche solide, de roche terrestre, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. On s'est rendu compte que la pression est beaucoup plus faible. En fait, ce n'est pas de la roche terrestre qu'il faut prendre, c'est de la roche extraterrestre, mais c'est de la roche qui est très poreuse. Et quand vous prenez les caractéristiques physiques des roches poreuses, et bien à ce moment-là, vous créez beaucoup plus, vous transformez beaucoup plus d'énergie mécanique en chaleur que quand vous avez de la roche qui est compacte. Donc je vous parlais des pressions, donc voilà ce que ça donne. Si on compare entre la Terre, Europe et en Stade, là vous avez la profondeur en dessous de la surface. Donc ici, vous avez 1 km sur Terre, 11 km sur Terre. Sur Europe, 11 km correspond à 80 km, vous avez la même pression, ici, et là. Sur Enstad, c'est plutôt, vous voyez ce que je vous disais, 100 km sur Enstad, ça correspond à peu près à 1 km sur Terre. Et sur Europe, on pense que là où on a le contact entre l'océan et l'océan et la roche, c'est à peu près à 150 km de profondeur. C'est là aussi. Alors sur Terre, les gens ont été explorés, en particulier les Japonais sont très très forts, et ils ont envoyé des missions robotiques jusqu'à 11 km de profondeur. Donc, la technologie pour aller en grande profondeur, c'est pas un problème. Ce qui est plus le problème, ça va être la communication entre un sous-marin qui est dans l'océan d'Europe et puis la Terre. Il y a plusieurs relais qu'il faut avoir. Et puis, il faut faire passer le sous-marin dans la croûte. Et ça, c'est, si on a une croûte qui est trop épaisse, ça sert à plus. C'est pour ça qu'on va d'abord envoyer une mission qui nous permet de savoir quel est l'épaisseur. Donc voilà pour la partie pression. Alors j'ai une diapositive, je pense que je l'avais déjà montrée sur Mars, mais c'est simplement pour illustrer le fait qu'on a besoin de temps pour que la vie puisse se développer. Parce que sur Terre, ça c'est l'échelle géologique terrestre, nous on est là, après on est à zéro, on remonte à 4,5 milliards d'années. Mais au départ, ça s'appelle l'Archéen, on a commencé, la formation de la Terre, c'était ici, la formation des premiers organismes de cette niveau-là. Vous voyez qu'il a fallu quasiment 4 milliards d'années avant de vraiment commencer à avoir des organismes multicellulaires qui ont pu se développer. Donc il faut une certaine stabilité, des grandes périodes de temps. Alors si jamais on n'a pas cette stabilité, est-ce que la vie va pouvoir se développer? Bon, sûrement on peut faire des formes de vie qui sont relativement primitives, mais sans doute pas des vies très, très complexes. Et j'aime bien mettre aussi l'échelle géologique martienne en parallèle de l'échelle géologique terrestre, parce que là où on pense qu'il y a ces archives dont je vous ai parlé sur précédemment, en particulier sur Mars, eh bien c'est à cette période-là, et donc la vie aurait pu apparaître sur Mars à cette période-là. Vous voyez qu'après, on est resté dans des conditions complètement désertiques dans lesquelles le développement de la vie aurait été extrêmement difficile. Donc ça m'amène aux conclusions. Enfin, je pense que je suis pas trop mal au niveau temps. Donc il y a une progression. La progression, c'est en gros, on cherche l'eau, on recherche les conditions d'habitabilité, et ensuite on recherche la vie. Pour l'eau, maintenant on a au moins 4 corps dans le système solaire, 5 corps dans le système solaire, pour lesquels on sait qu'il y a de l'eau. Callisto, Ganymède, Europe, c'était la mission Galileo qui nous a permis de montrer ça. Encelade et Titan, c'est la mission Cassini. Pour l'habitabilité, donc il faut des molécules organiques, il faut de l'énergie, il faut des ingrédients. On a commencé à répondre à cette question avec la mission Cassini pour Encelade et pour Titan. La future mission vers Europe permettra de répondre à cette question d'habitabilité. Et maintenant pour la vie, alors on pense évidemment à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Donc pour ça, moi je pense que les deux candidats, les deux favoris, c'est Encelade et Europe, avec
Mais Titan est très intéressant, non seulement à cause de cet océan qui a pu être en contact avec les molécules organiques, donc pareil, avoir une vie telle qu'on la connaît sur Terre, ou relativement similaire, mais aussi d'autres types de vie qui ne sont plus à base d'eau, mais à base d'hydrocarbures, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec des organiques qui viendraient interagir dans les océans d'hydrocarbures. Donc quand on fait les plannings des futures missions pour le futur, voilà, c'est mon espère. C'est d'être capable de passer sur la route de glace et puis d'aller chercher dans ces endroits. Ça c'est vrai pour Encelade. Alors Encelade, on n'a pas besoin d'aller en dessous. On a l'eau qui vient vers nous. Donc là, c'est bien pour les questions de protection planétaire. On n'a pas besoin d'aller polluer l'océan d'Encelade. On peut prendre les échantillons à l'extérieur. Europe, ça devient beaucoup plus délicat, parce que là, il va falloir passer à travers. Alors attention, ça c'est du vertige aussi. On n'a pas découvert encore de jets qui sortaient d'Europe. On a découvert sur Encelade, on n'a pas découvert sur Europe. Mais les chercheurs qui travaillent sur Europe, ils disent que ça serait bien sympa s'il y avait aussi des jets sur Europe, comme on a sur Encelade. Bon, c'est une question qui est encore ouverte, même s'il y a eu des détections qui semblent indiquer que peut-être il y aurait une telle activité. Et puis sur Titan, on retrouve cet océan d'hydrocarbures, et l'idée c'est aussi d'envoyer maintenant un petit bateau, un petit dinghy équipé d'instruments scientifiques qui permettrait de regarder la composition et peut-être de voir si une vie a été possible sur ces océans d'hydrocarbures. Alors ça c'est plus facile à faire, c'est pas atterrir sur Titan, c'est relativement simple. Quand vous avez une planète ou un satellite qui est entouré de l'atmosphère, c'est vraiment facile d'atterrir. Facile. Et puis alors j'adore cette image de Cassini. C'est une image qui a été prise, on voit les anneaux de Saturne ici, et puis on voit la Terre. En fait, quand je regarde cette image, je me dis, comment est-ce que je sais qu'il y a de la vie sur Terre? Je suis à la visibilité astronomique de la Terre, un milliard et demi de kilomètres de la Terre. Je vois ce petit point lumineux. Quelle mesure me permettrait de dire qu'il y a de la vie sur cette planète? Donc c'est une question, on n'a pas la réponse. On est preneur de toute idée sur les mesures qu'il faudrait faire. Mais bon, c'est le genre de questions auxquelles on essaie de répondre. Savoir travailler sur les mesures, ça veut voir quel instrument il faudrait qu'on embarque sur une mission spatiale pour pouvoir déterminer qu'effectivement on a de la vie qui existe sur Terre, et une vie qui est relativement active et qui est extrêmement évoluée. Alors que sur les satellites dont je vous ai parlé, on ne s'attend pas à trouver des formes de vie extrêmement évoluées. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pendant cet exposé sur les océans extraterrestres, sur la partie système solaire des océans extraterrestres, une autre partie sur les planètes extrasolaires. Ce sera une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on envisage? Alors, sur les thermiques, parce qu'on se dit, on va faire de la glace. Quand on fait les calculs, la glace, l'énergie au fond de la glace, c'est énorme. Il va falloir apporter beaucoup d'énergie. Donc, on n'ose pas trop dire les solutions, mais c'est clair qu'il va falloir quelques batteries au plutonium pour pouvoir fournir l'énergie qu'il faut, parce que l'énergie solaire, ça ne va pas suffire. C'est principalement la technique. Alors, on peut aussi avoir des systèmes, comme on va avoir sur Mars, dans lesquels on pénètre, mais on pénètre du coup extrêmement lentement. C'est mécanique, on casse de façon mécanique. Mais on travaille effectivement sur ces solutions-là, et pour l'instant, on a réussi à percer 300 mètres. Je pense que 300 mètres de glace, on y arriverait. Mais on n'a pas un sous-marin qui fait 2 mètres d'envergure. Ce qu'on aura, c'est plutôt des ogives qui font un certain mètre. On travaille sur cette technologie et il y a un programme qui s'est développé au niveau de la NASA et qui permet d'avoir les financements pour développer ces technologies qui sont des technologies qu'on emploiera peut-être dans 20 ou 30 ans. Je sais que c'est pas pour moi en tout cas, mais c'est plus pour vous, sûrement, de pouvoir avoir cette technologie là. Oh, pour le méthane, alors l'éthane, il se forme à partir du méthane, donc là ça va. Et pour le méthane, alors soit c'est du méthane primordial, donc
quand Titan s'est formé, il y avait du méthane dans la sous-nébuleuse de Saturne, et ce méthane s'est associé à l'eau pour former ce qu'on appelle des clatrates. Les clatrates, ce sont c'est de l'eau qui piège le méthane. C'est connu sur Terre, au fond des océans terrestres, vous avez des réservoirs d'hydrocarbures qui sont ces clatrates. Donc ça, c'est une possibilité, que les clatrates soient à l'intérieur de Titan, et ensuite, par des processus géologiques qu'on n'a pas élucidés, eh bien, ces clatrates sont déstabilisés et le méthane ressort. Donc ça, c'est une possibilité pour pouvoir expliquer pourquoi on a encore du méthane dans l'atmosphère de Titan. Donc ça peut être du méthane primordial. L'autre solution, c'est un processus qu'on connaît sur Terre, c'est l'hydratation des roches. Donc on sait déjà que les roches ont été hydratées sur Titan, parce qu'on sait que le noyau est formé de roches hydratées, la densité est relativement faible. Et quand vous hydratez une roche, en fait vous oxydez le fer, du coup vous formez de l'hydrogène, et si vous avez une source de carbone, l'hydrogène va se recombiner avec le carbone pour former du méthane. Donc c'est une synthèse qui est en fait assez difficile à réaliser en laboratoire. Les gens ont essayé de recréer ça en laboratoire, ils ont du mal finalement à créer le méthane de cette façon-là. Mais c'est quand même, théoriquement, c'est un processus physique qui est tout à fait possible. Alors, la réponse est oui, parce qu'il y a, à partir du moment où vous avez de l'eau, ce qu'on a vu d'ailleurs c'est qu'en fait, dans le système de Saturne, vous avez de l'eau qui sort dans ce stade. Et donc cette eau va être prise dans le champ magnétique de Saturne. À un moment donné, elle va se retrouver pas loin de Titan. Et cette eau va être H2O, donc va être transformée, et vous pouvez former effectivement de l'oxygène moléculaire. Mais ce n'est pas en grande quantité. Autour d'Europe, on a aussi de l'oxygène moléculaire, mais pas des grandes quantités, des petites quantités. Et ce qu'on essaye de voir, parce que l'oxygène est important pour des molécules organiques, pour les acides aminés, des choses comme ça, c'est quelle quantité d'oxygène peut être incorporée dans la chimie prébiotique de Titan, qui a priori se fait surtout avec carbone, hydrogène et azote. Ça, on a bien ces trois-là. L'oxygène, on n'a pas tant que ça. Alors, il faut de l'oxygène moléculaire, on peut avoir aussi des groupements OH, ou bien on peut avoir aussi du monoxyde de carbone, qui est aussi présent dans l'atmosphère. Mais l'oxygène moléculaire, il y en a un petit peu, on a trouvé un petit peu. Pas des quantités, quoi. C'est pas comme sur Terre. Par contre, ce que je n'ai pas dit dans mon exposé, c'est qu'on a aussi découvert et c'est ça qui est à l'origine de l'activité hydrothermale, on a découvert des petits grains de silice dans l'anneau E, et l'anneau E, il existe parce que c'est du matériau qui vient dans ce stade. Et donc ces petits grains de silice n'existent que quand vous avez l'hydrothermalisme actif, et il faut qu'ils sortent vite, parce que sinon ils forment des très très gros grains. Donc il y a eu des expériences de laboratoire qui ont été faites au Japon et aux États-Unis qui ont démontré que les conditions, que ce qui avait été trouvé comme combinaison de silice, de sel, de magnésium, de calcium, le rapport calcium-magnésium, etc., tout ça c'était compatible avec un hydrothermalisme actif sur un stade. Vous avez des très belles, je ne sais pas si vous avez vu des images où on voit le jet, le panache d'un stade qui est formé par tous ces jets, et le lien direct avec la E de Saturne. C'est vraiment. J'ai oublié aussi peut-être de mentionner qu'il y a une autre hypothèse pour la formation d'un stade. Un stade ne se serait pas formé il y a 4,5 milliards d'années. Il y a maintenant une hypothèse qui dit qu'un stade se serait formé beaucoup plus récemment, peut-être quelques centaines de millions d'années, à partir de l'anneau de Saturne. C'est-à-dire qu'il y a encore avec Cassini, on a observé la formation de petits satellites qui sont expulsés des anneaux, qui sont formés à l'intérieur. Et donc si on pousse les calculs, si on tourne les bons boutons dans les modèles, on peut arriver à former en stade il y a 500 millions d'années. Et quand on dit dans ce stade, l'énergie qui est produite de la compression des roches, est-ce que ça ne donne pas l'énergie cinétique de rotation? C'est une très bonne question, ça, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment... Voilà, et on va revenir. Alors ça peut se rapprocher de Saturne parce qu'il y a une résonance avec un autre satellite de Saturne, mais par contre ça va circulariser l'orbite. Donc à partir du moment où vous avez une orbite qui est circulaire, il n'y a plus de déformation. Donc il n'y a plus de formation de cette énergie. Il n'y a plus de transformation de l'énergie mécanique en chaleur. On a des solutions.
opinion, c'est pas moi qui fais les calculs, mais je connais les chercheurs qui travaillent là-dessus, et ça a été, la plus grosse difficulté au départ, ça a été de se dire, mais comment ça produit autant d'énergie pour que ça ne soit pas solide? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de l'énergie? Parce que le jour où c'est complètement solide, c'est impossible de refaire fondre. Donc il ne faut surtout pas solidifier un moment donné. Donc il a fallu que ça reste depuis sa formation. Alors là, j'ai dit que la formation dans ce stade était maintenant un peu débattue, mais il faut que ça reste pendant de très très longtemps. Par exemple, le problème, c'est la flottabilité. Donc on est en train de développer un bateau, quoi. En fait, on ne connaît pas bien la densité. On ne sait pas si la densité des mers d'hydrocarbures, c'est 500 kg par mètre cube, l'eau c'est 1000 kg par mètre cube. Donc on ne sait pas si c'est 500 kg par mètre cube ou 650 kg par mètre cube. Donc quand on fait le design, la conception du bateau, il faut qu'il flotte dans les deux cas. Et il ne faut pas qu'il flotte de trop parce que sinon il va tomber. Donc on a quelques contraintes. Et on fait les calculs pour qu'il tombe. Donc là, ils ont fait des essais, ils ont regardé les effets de viscosité. On laisse tomber à la fin, parce qu'il y a une telle atmosphère sur Titan qu'on laisse tomber les 30 km d'altitude. Donc on va rentrer dans la mer de Titan, dans l'océan de Titan, à une profondeur de quelques mètres. Actuellement, ils sont à 5 mètres. Donc il faut aussi qu'on n'ait pas de fuite. Il faut qu'on soit bien amphibie, parce que sinon on va avoir des liquides à 90 Kelvin qui vont rentrer, donc ça c'est pas très bien. Mais niveau matériaux, on n'a pas trop de soucis sur les matériaux, simplement il faut qu'on ait une bouclier thermique quand on aura tout ça tout le temps. Il ne faut pas qu'on soit trop compact, parce que sinon on est trop dense. Et puis il faut maintenir la chaleur à l'intérieur, c'est plus un problème thermique. Et la durée de vie dépend de la quantité d'énergie qu'on peut amener avec nous. La durée de vie elle est typiquement quelques heures, peut-être une journée. Si on aura quelque chose, ça ne va pas durer très longtemps. Le Huygens, ça a duré quelques heures à la surface. Le prochain rover qui va sur Mars, il doit prendre des échantillons qu'il va mettre quelque part, et la mission d'après, il va les chercher pour les ramener sur Terre. Donc on a des problèmes de protection planétaire pour être sûr que, alors que l'échantillon arrive sur Terre et contamine la Terre, il y a tellement de météorites martiennes qui sont arrivées sur Terre que si la Terre devait être contaminée par des martiens, ça aurait déjà été fait. Mais il y en a peut-être, ça a déjà peut-être été fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais on a quand même pour être sûr que ce qu'on va amener soit bien stérile, pour qu'après, quand on analyse l'échantillon, on dit oh tiens, on va trouver de la vie, mais qu'en fait, ça soit de la vie terrestre qu'on a amené sur Mars et qu'on a ramené après sur Terre. Tout ce qui a été envoyé dans l'espace est resté en mode dormant, ils sont revenus sur Terre, et là on les a. Dans l'eau liquide, c'est justement Ah, par contre, dans l'eau liquide, oui. Pardon, je pensais aux océans d'hydrocarbures surtout. Tout à fait. Ah oui, non, mais c'est pour ça que sur Aurora, pour l'instant, on développe les technologies, et puis on se dit, on va avoir les problèmes de protection planétaire qui vont nous arriver dessus. On va aller peupler l'océan. Je me souviens, j'avais fait, fin des années 90, j'avais fait une émission radio à France Inter, et on parlait de ça, on parlait de l'océan, parce que c'était déjà à la mode à l'époque. Et puis, à la fin, le journaliste me dit, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez la vie? En fait, j'étais pas prêt à répondre à cette question-là, parce que c'est vrai, ça paraît tellement incroyable de trouver une autre forme de vie. Et je pense que là, ça serait vraiment. Ça changerait, je pense, l'idée que l'on a sur la vie dans l'univers. Donc, ça serait vraiment une étape extrêmement importante de l'exploration du système solaire. Mais on est à ce point où on se dit on peut maintenant tester des hypothèses sur l'origine de la vie en allant voir d'autres mondes, et ça c'est assez possible. Oui, non, ça c'est aussi une excellente question. C'est pour ça qu'on pousse quand même, parce qu'il y a, quand on découvre autant de planètes autour d'autres étoiles, on se dit bon, c'est là qu'il faut mettre tout notre investissement. Maintenant, il faut quand même aller voir ce qui existe proche de nous, même s'il faut 8 ans pour aller à Saturne, c'est quand même pas si proche que ça, pour savoir si on peut répondre à ces questions-là. Effectivement, si on répond à cette question-là dans le système solaire, après on pourra avoir des modèles pour les autres systèmes stellaires. Donc, c'est dans cette idée-là aussi qu'on pousse l'étude
de ces mondes glacés, et aussi des planètes comme Uranus et Neptune, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de planètes extrasolaires avaient la taille de ces géants glacés plutôt que la taille de Jupiter et de Saturne. Donc il doit se passer aussi des choses dans Neptune et Uranus qui sont extrêmement intéressantes et on les connaît très très mal. Donc c'est une des missions sur lesquelles on travaille aussi au JPL. C'est d'envoyer une mission soit autour d'Uranus, soit autour de Neptune pour connaître leur structure interne, répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Le champ magnétique de Uranus et de Neptune, c'est quand même un grand mystère. Parce que les pressions ne sont pas suffisantes pour pouvoir transformer l'hydrogène moléculaire en hydrogène métallique qui est le conducteur qui crée le champ magnétique sur Jupiter et Saturne. Et il y a pourtant un champ magnétique. On pense que c'est l'eau. Que l'eau ionique, c'est ça qui. Enfin, voilà. Mais oui, c'est une bonne question. En fait, on essaie d'utiliser tout ce qu'on connaît sur le système solaire pour extrapoler vers les systèmes extraordinaires. Oui. Donc en ce moment, on a ce qu'on appelle Science Definition Team qui a été créé et la NASA avait mis en priorité 3 une mission importante, qu'ils appellent les flagships, des missions à 2-3 milliards de dollars, pour aller étudier une de ces planètes géantes avec l'idée en tête qu'il y avait un lien avec une planète extrasolaire. Donc, c'est priorité numéro 3. La priorité numéro 1, c'était le rover martien de 2020. La priorité numéro 2, c'était la mission sur Europe. Et donc, normalement, si le plan suit ce qui est prévu, ça pourrait être la prochaine grosse mission. Mais la compétition devient rude avec les missions vers le stade et Titan. Parce que les découvertes de Cassini font que les gens se disent peut-être qu'il faudrait que ce serait le moment de renvoyer quelque chose sur Encelade. Et là, j'ai du mal à choisir quand je me retrouve dehors. Donc on continue les études en parallèle, on verra ce qui est prêt, parce qu'il y a aussi le problème des instruments qui doivent être prêts, d'être sûr que les mesures que l'on veut faire vont être possibles avec les instruments que l'on a. Des fois, il faut 10 ans de développement avant de pouvoir avoir l'instrument. Parler de ça, mais Europe, c'est dans l'environnement de Jupiter, et Jupiter émet énormément de radiation, et donc on est encore près de Jupiter, et la durée de vie d'une mission est relativement faible si on se met en orbite. Donc en fait, on va faire comme Cassini, ça va être une mission qui tourne en orbite autour de Jupiter et qui va faire des flybys d'Europe, comme Cassini a fait les flybys de Titan. Et à partir de ces flybys, eh bien, on arrivera à reconstituer la structure interne d'Europe, les vaisseaux d'accroche de glace, etc. Et ce qu'on prévoit, parce que donc, il y a eu je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bon, il y a eu de l'argent qui a été donné à la NASA pour étudier la possibilité d'un lander sur Europe. Donc on est en train aussi de travailler sur un lander sur Europe, et là, à cause des problèmes de radiation, la durée de vie du lander est aussi relativement limitée. Mais sur Europe,